Shalom, dans le daf, Aïn Bet, dans ma sechet, Baba Mitzian, nous reprenons 3 lignes à la fin du daf, Aïn Aleph, Amoud Bet, Ravina Amar, nouvelle réponse de Ravina. La question étant, on avait une situation où on avait une personne qui empruntait de l'argent à un non-juif, et donc il empruntait avec intérêt, et au moment d'aller rembourser cet argent, il y a un juif qui lui demande de lui transférer la dette. On avait dit, si on le fait en présence du non-juif, c'est bon, parce que finalement, c'est un peu comme si le non-juif nommait le juif, donc qui est le premier emprunteur, le nommait pour donner en son nom un prêt au deuxième juif qui veut. Donc finalement, lorsque le juif donne l'argent à l'autre juif, et que c'est un prêt qui s'engage avec intérêt, c'est pas le juif qui prête au juif son prêt, c'est finalement le juif qui représente le non-juif, et en tant que représentant du non-juif, il lui accorde un nouveau prêt. Donc c'est le non-juif qui accorde le prêt. On était dans la question, mais comment c'est possible qu'il y ait shlichut pour un non-juif? Alors on avait dit, Ravashi avait donné une réponse pour dire que dans ce sens-là c'était peut-être autorisé, mais l'Agma avait refusé. Maintenant, proposition de Ravina. Ravina, nehi shlichut enochi litle. Même s'il n'y a pas de vrai shlichut au sens classique du terme, zechia midera banan, itle, il peut tout de même acquérir quelque chose, midera banan, Chachamim aurait institué qu'il peut acquérir par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, midé d'ave akatan, comme un mineur. Et donc ici, finalement, on ferait en sorte que on considérait que par l'intermédiaire du juif, le non-juif aurait récupéré cette créance, et donc après, on la reprête. Katan, alors l'agma donne le raisonnement, Katan, la favalgav de litle et shlichut, même si le Katan ne peut pas être méchalech, il ne peut pas nommer quelqu'un, il est zriad midarabanan, on peut tout de même faire en sorte qu'il soit zoché, qu'il acquiert quelque chose. Chachamim, on fait en sorte qu'il puisse acquérir. Achanami, pareil pour le non-juif, loshna. La Gemara refuse ça aussi, elle dit Elohi, c'est pas vrai. Pourquoi les Chachamim ont institué qu'un katan puisse acquérir, même s'il n'a pas normalement minatoire la possibilité? Israël a téléchalal shlichut, comme il est juif, il va finir par pouvoir être méchalère. Avec Kochavim, lo téléchalal shlichut, avec Kochavim, un non-juif ne viendra pas à la possibilité d'avoir shlichut, donc on ne lui donne pas midérabanan la possibilité avant d'acquérir ou de faire une shlichut des Rabbanan. Donc finalement, la Gemara réfute cette dernière proposition de réponse de Ravina. Nouvelle braïta, Tanu Rabbanan. Israël shelava marot minan nochi berebit. On a un juif qui emprunte de l'argent à un non-juif berebit, avec rebit, donc le non-juif prend des intérêts. Uz kafan alav bemilve, et on a transformé, enfin fait dresser ou transformer ici le prêt, la chose en prêt. C'est-à-dire, la personne a emprunté 100 euros, avec la condition qu'il lui rendrait 120 euros. Donc pour l'instant, c'est un prêt avec Revit. Et à un moment donné, ils ont décidé de changer le prêt et d'estimer que finalement, c'est pas qu'il lui a prêté 100 et qu'il lui doit 100 plus 120 d'intérêt. Faisons comme si tu me devais 120 euros que je t'avais prêté sans intérêt. Donc on transforme un prêt qui était à la base d'origine 100 plus 20 d'intérêt en 120 directement sans intérêt. Alors, qu'est-ce que ça va nous changer au final? Vénik Gaïer. Le problème, c'est que le prêteur non juif s'est converti. Alors, on nous dit, Im Kodem. Donc, en fait, on va considérer comment ça va fonctionner ce système. On va considérer au moment où on transforme le prêt numéro 1 en prêt numéro 2, on va considérer que c'est comme si tu m'avais rendu les 100 euros du premier prêt plus les 20 intérêts, et que donc j'annule ce premier prêt, et maintenant je te prête à nouveau ces 120. Donc, je transforme ce que tu me devais de 100 plus 20, je transforme en 120. Je te donne les 100 plus 20 que tu dois me donner, je te les donne, je te les prête et rends-moi maintenant 120 sans intérêt. Pourquoi c'est important? Parce qu'entre-temps, il a pu se convertir. Et du coup, c'est important de savoir si les 120 qu'il doit sont 120 avec une partie d'intérêt ou sans aucune partie d'intérêt. Si il a transformé le prêt avec intérêt en prêt sans intérêt, mais pour la même somme, avant Kodem Shingaya, avant la conversion, Govet Akeren, le Govet et Arebit, il peut récupérer toute la somme. Donc il est non-juif, il fait un prêt avec intérêt, 100 plus 20. Tant qu'il est non-juif, il transforme ce premier prêt avec intérêt en nouveau prêt de 120 sans intérêt. Il se convertit, au moment où il se convertit, il possède une créance qui est autorisée. Imnachash et Gayer. Si par contre c'est après la conversion qu'il a fait cela, parce qu'avant la Bemilva, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il a été juif à un moment donné où ce prêt était un prêt avec intérêt. Govet Akeren,
Venogovet à Rebit, il ne prend que le capital et pas le Rebit, c'est-à-dire qu'il a donc, fait un prêt de 100 avec la condition qu'on lui rende 120, il se convertit, donc il devient juif, et pendant qu'il est juif, il possède une créance vis-à-vis d'un autre juif avec intérêt, ce qui est problématique. Il ne peut pas du coup convertir ces 20 euros de Rebit, il ne peut pas les convertir en un prêt, et donc du coup il ne récupérera jamais plus que 100. Pareil à l'inverse. Un non-juif qui emprunte à un juif. Bérébit, on a vu dans certaines conditions, c'était autorisé d'emprunter, de prêter à un non-juif avec rébit. Ou skafan ala bemilve. Pareil, on a transformé cela en un prêt. Vénit gaillère et il s'est converti. Alors là, dans ce cas-là, le non-juif peut éventuellement devenir gagnant. Donc parce que si c'est un rébit qui devient interdit, à ce moment-là, il se retrouve à ne pas avoir à payer de rébit. Si on a converti le prêt avec intérêt en prêt sans intérêt avant qu'il se convertisse, l'autre il recevra tout et donc lui, c'est vrai qu'il devra tout payer. Si par contre c'est l'inverse, il s'est d'abord converti avant, donc il s'est converti et en tant que juif, on se retrouve à avoir sur lui une créance avec intérêt, on ne peut pas la convertir. Le prêteur ne pourra pas récupérer ses intérêts. Ça, c'est la vie de Chachamim qui pense que finalement, c'est exactement la même situation, que ce soit le non-juif qui soit prêteur ou emprunteur. Rabbi Yossi a un problème avec ce deuxième cas. Pourquoi? Parce que si on dit cela, on a peur que le non-juif qui emprunte de l'argent, imagine une grosse somme avec des gros intérêts, on a peur que voilà, il a envie de se convertir rapidement avant que l'on transforme son prêt avec intérêt en prêt sans intérêt, comme ça, il gagne des milliers, voire des millions d'euros d'intérêts qu'il évite. Rabbi Yossi Omer, dans le cas numéro 2, où le non-juif a emprunté à un juif bérébit, benkar ou benkar, qu'il se soit converti avant ou que l'on convertisse le prêt ou pas, gobet akeren, vegove et arébit, il récupérera le juif, le rébit comme c'était prévu à la base. Amarava, Amarapriza, Amaravuna, Alcha qui Rabbi Yossi, et la Gemara tranche au nom de Ravuna, que l'Alcha est bien comme Rabbi Yossi, qu'on fait une distinction entre le cas où c'est le non-juif qui prête ou qui emprunte. Amarava, Rava nous explique la raison, Maïta Rava, comme on l'a dit il y a quelques instants des Rabbi Yossi, Kedesh le Yomru, pour pas que les gens disent Bishfil Merotav, ni Gayaze. Merci, là je corrige un peu, c'est pas de peur que réellement ils se convertissent pour cela, mais au rien que déjà de peur que les gens disent que. Ce qui veut dire que voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se convertir que pour l'argent, mais plus de gens qui seraient amenés à le penser, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on évite. Nouvelle Braïta. Tanora Banan, Shtash, Ketou Borebit, un document dans lequel il y a marqué du rébit entre deux juifs. Konsimoto, on punit celui qui a écrit ce document. Veinogove, lotakeren, velotarebit. Et le prêteur ne récupérera non seulement pas l'intérêt, ce qui est obligatoire, ce qui est logique, puisque finalement c'est la Torah qui l'interdit, mais même le capital, il le perdra. Évidemment, ici c'est. Enfin, on verra si c'est des rabbanan, pas des rabbanan. Il dit vrai Rabbi Meir, selon Rabbi Meir. Alors, il y en a qui disent c'est des rabbanan, il y en a qui disent que non. Et qui disent qu'à partir du moment où il a écrit un document qui va à l'encontre de la Torah, le document est nul. Et même lorsqu'on dit que le document est nul, c'est une grande discussion ici dans le grand Tosfot qui est à votre gauche. Est-ce que le document est nul à 100%? C'est-à-dire qu'il ne vaut rien. Non seulement il ne vaut pas document, mais il ne vaut même pas preuve. Ou est-ce qu'il n'a pas de valeur de shtar de document au niveau de la halakha de la Torah, mais il a au moins une valeur d'un aveu écrit. Ça aussi, c'est une discussion dans les commentaires et dans Tosfot. En tout cas, il ne récupère ni l'intérêt ni le capital. Chachamim me disent, non, Govet Akeren, il récupère le capital, Veino Govet Arebit, mais il ne touchera pas évidemment l'intérêt. Mais Mike a mis flagué, quel est le sujet de discussion? Rabbi Meir, ça va, Kantsinan et Terra Mishum Misora. Rabbi Meir, il pense que, il est très marmé, Rabbi Meir, dans les knasot, dans les punitions, on punit ce qui est autorisé à cause de ce qui est interdit. De peur plus ou moins que la personne finalement ne prenne pas de risque. Je tente le coup. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, au pire, ben dans tous les cas, j'aurais pas perdu plus que celui qui ne prête pas avec intérêt. Rabbanan, c'est vrai. Donc, et Terra Mishum Misora, et Rabbanan, de manière générale, n'utilise pas totalement cette logique-là de punir et de supprimer ce qui est autorisé à cause de ce qui est interdit. Alors maintenant, on va rapporter une Mishnah et on va essayer de voir si cette Mishnah ne va que selon un avis ou pas. On a une Mishnah. Lorsqu'on a un shtar chov dans lequel la date a été faussée, donc un document qui est antidaté. Psulim, le shtar il est pas soul, et bien mocharim ksherim. Si par contre la date
a été retardé, c'est caché. Donc la question ici, c'est, quoi qu'il arrive, on ne tiendra pas compte de la date qui est fausse. Imaginons qu'on a un document, il est bon sous tout point, mais la date est fausse. La question, c'est que, est-ce que lorsque l'on sait que la date est fausse, on invalide que la date, et on prend la date que l'on connaît, on sait que finalement la vraie date est ailleurs, donc on prend la vraie date, et on fait comme si la date fausse n'était pas marquée, ou est-ce que du coup, on annule tout le document. Quand le get il est meucha, quand le document il est retardé, il n'y a pas tellement d'avantage à retarder. L'avantage pour un document de prêt, il est d'avancer. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que lorsque l'on prête de l'argent à quelqu'un, la personne qui s'engage à me rendre, finalement engage tous ses biens. Et donc, si après m'avoir emprunté de l'argent, cette personne vend un terrain immobilier et qu'un jour elle ne me rembourse pas, je pourrais récupérer ce terrain, parce que ce terrain aura été asservi à ma dette. Encore une fois, évidemment, si la dette est antérieure, pour que les acheteurs puissent vérifier la situation financière de leur vendeur s'il n'a pas des dettes. Donc c'est intéressant de savoir la date dans un document, antidater un document et avancer la date, c'est quelque chose qui est terrible puisque ça peut provoquer et donner le droit à quelqu'un de récupérer un terrain qui n'a pas le droit de récupérer. Donc c'est du vol à 100%. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Dans la Mishnah, on nous dit que s'il a retardé la date, bon, c'est bizarre, mais on n'en tient pas compte tellement tant que ça. Si par contre il a avancé la date, ça c'est un problème, c'est du vol. Et donc le shtar, il est pas soul. La Gemara pose la question, elle dit Moukdamin. Quand c'est antidaté, qu'on a mis une date d'avant. Amaï pas soul. Pourquoi le shtar entièrement est complètement pas soul? Nehi de logabou mizman rishon. Non, t'as qu'à tenir compte. Mais ne pas tenir compte de la première date, ne pas récupérer les biens vendus depuis la première date. Nikbou mizman sheni, t'as qu'à tenir compte pour récupérer les biens vendus de la seconde date, c'est-à-dire de la date réelle. Pourquoi? Et de possède tout le get, tout le document. Alors, la Gemara nous dit, Abara Mishmon ben Lakish, Marloket Shnia Rabbi Meiri. La Gemara nous dit justement, c'est une Marloket. Et si c'est la vie de Rabbi Meir. Donc la Gemara tente de dire que la logique qu'on a vue de Rabbi Meir, de dire qu'à partir du moment où la personne prête avec intérêt, l'intérêt invalide entièrement la créance et la personne ne récupérera ni les intérêts, ni même le capital, c'est la même logique ici. Comme ils ont trafiqué la date pour donner la possibilité à celui qui achète de récupérer, celui qui prête de récupérer des biens vendus, du coup, la personne perd tout et le document est complètement nul. Ça, c'est une première réponse. Rabbi Yochanan Amar, Afilu Tema Rabbanan. Non, cette nouvelle Mishnah n'est pas forcément selon Rabbi Meir, elle peut aller selon Rabbanan aussi. Gzera Shemaikbe Mizman Rishon, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser un document comme cela en disant bon voilà, on va pas regarder la date, on va compter que sur la date qui est la date réelle. Pourquoi? De peur qu'un jour, il réutilise ce document et qu'il utilise la date qui est écrite. La date étant écrite, ça reste un document qui est dangereux. Donc du coup, on préfère complètement déchirer et annuler ce document. Maintenant, on va nous rapporter une histoire assez sympathique. À Ougavra, Demashkele par des Selechavre. Donc c'est quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Donc, comme il a emprunté de l'argent, il a laissé en mashkon, il a laissé en gage un terrain, un jardin, un potager. Il a laissé un potager en gage. Et ça a duré finalement. Achla tlatchene. Il a consommé pendant 3 ans. Appelez-vous qu'on pouvait utiliser parfois les fruits d'une récolte comme étant une partie du remboursement. Ou parfois non. Rappelez-vous, Nechiata, c'était une souga qu'on a fait la semaine dernière. En tout cas, il a laissé comme gage, on ne va pas rentrer dans le problème de rébit pour l'instant, il a laissé comme gage son potager et la personne a consommé sur le potager. Alors le seul problème, c'est qu'au passage, on va faire une petite introduction à Bava Batra. Dans le premier période de Bava Batra, il y a Chesketa Batim, quelqu'un qui achète un terrain ou une récolte ou n'importe quoi, il doit garder le document d'achat pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, comme les gens peuvent perdre un document, il n'est pas contraint de sortir le document s'il a la preuve que ça fait 3 ans qu'il habite dans la maison, 3 ans qu'il est sur le terrain et que personne entre-temps n'a contesté, c'est bon. Alors, celui qui prête l'argent, ici, est un peu vicieux. Le type, il prête de l'argent et il est sur le terrain pendant 3 ans et il a très envie de garder ce terrain qui à la base n'est qu'un gage. Alors, comme il s'est rendu compte qu'il est depuis 3 ans et qu'évidemment depuis 3 ans personne n'a contesté puisque c'était un gage, il va voir maintenant l'emprunteur et dit écoute, donc le propriétaire du terrain, il dit écoute, voilà, je vais te proposer quelque chose. Amale, si tu veux, je te l'achète. Je t'achète ton terrain. Alors, si tu veux pas, je vais être malhonnête, comme ça fait 3 ans que je suis sur le terrain et que personne n'a rien dit, et je suis plus obligé d'avoir un document de vente, je vais faire croire
que je te l'ai acheté, j'ai perdu le document. Et que regardez, tous les voisins peuvent attester que ça fait 3 ans que je suis sur ton terrain. Donc, soit tu acceptes que je te l'achète, mutav, ve'imlo, sinon, kavishnala lishtar mashkanta, je vais cacher, Rachid nous dit atmi, je vais enfouir, cacher le document de mashkanta qui disait que je n'étais qu'un prêteur qui utilisait le terrain comme un gage. Ve'amina, et moi je vais dire quoi autre chose? Les Koucha et Beyadi, qu'au contraire je l'ai acheté. Je l'ai acheté, j'ai perdu le document. Alors ça, le pauvre emprunteur s'est retrouvé avec une menace comme ça de son prêteur. Alors lui du coup, pas bête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ok, pas de problème, laisse-moi réfléchir. Azal, Ka'akni libno akatan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le terrain qui lui appartient, il a fait en don, en matana, il a donné à son enfant, à son fils, et après il a fait la vente. Ce qui est intéressant, c'est que la vente en plus qui a été faite par l'autre est la preuve, l'aveu que c'est à lui. Donc lui, il avait une preuve. Il pouvait prouver que c'était lui le propriétaire, ce qui était depuis 3 ans, mais en écrivant un document comme quoi il l'achète, il a prouvé que c'est plus à lui. Et du coup, il a fait la vente, et du coup, qu'est-ce que l'autre lui a dit? Ben voilà, la vente. En faisant la vente, tu as prouvé que finalement c'était moi le propriétaire, mais la vente n'est pas bonne parce que je l'ai donnée hier à mon fils et finalement c'est toi qui es perdant. Alors, Zvine Vadai, lo ave Zvine, la Gemara nous dit, pas shoot que la vente qui a été faite n'est pas bonne, puisque là, on a vendu un terrain finalement qui a été donné au fils. Maintenant la question qu'on pose, c'est zouzé, l'argent, parce que quand il l'a vendu a priori avec un charayut. Lorsqu'on vend un terrain et qu'on vend un terrain qui ne nous appartient pas, par exemple, bah c'est le cas, la personne a vendu un terrain qui lui appartenait hier mais qui aujourd'hui appartient à son fils. Quand on vend un terrain qui ne nous appartient pas, maintenant, donc le terrain, la vente n'est pas bonne, mais on doit de l'argent. Maintenant, quelle est la force de cette dette? Maintenant, il s'est créé une dette. Il a créé une dette, il a reçu l'argent pour un terrain qui ne lui appartenait plus. Il doit cet argent. Comment? Quelle est la force de cette dette? Zouzé, qui est malvé bishtar damou. Est-ce que c'est comme un prêt avec un document? Vegové, minchassim mishor badim. Et du coup, cette dette engage tous ses biens. Et si demain il vend un bien, ce bien sera asservi à cette dette. Au niveau peut-être, kimil ver al pédamé, c'est comme un emprunt à l'oral. Donc ça encore une fois, donc le cas est un petit peu complexe à la base, mais au final, si on résume la question, c'est quoi? C'est un type qui a vendu un terrain qui n'est pas le sien. Alors le pourquoi du comment, encore une fois, c'est parce qu'il est tombé sur un type qui était vicieux à la base. Mais quoi qu'il arrive, l'idée, c'est qu'un type vend un terrain qui n'est pas le sien, mais celui de son fils, et du coup, le terrain ne pourra pas aller à la personne, mais lui se doit de rendre cet argent. Maintenant, cet argent qu'il doit, est-ce qu'il le doit comme une dette avec un contrat ou sans contrat? La Gemara va apporter des cas qu'elle pense être similaires mais qui finalement ne le seront pas. Amar Abaye. Là, il nous dit Rabbi Yassi. Maintenant, est-ce que tu me demandes c'est Rabbi Yassi? Pourquoi d'Amar Rabbi Yassi? Modé Bishtar chez Kodvo et notre Kaimo. Lorsqu'on a quelqu'un qui a un document qui sort contre lui, tu me dois, ainsi de suite. Bon. Et on n'a pas de preuve que le document est vrai, et lui il dit c'est vrai. C'est vrai, ce document qui dit que je dois l'argent, c'est vrai. On dit quoi là-bas? Et notre Sarech Kaimo, on n'a pas besoin d'aller valider le document, puisque lui-même avoue que la dette est vraie. Vegove Minechassim, Mishor Badim, et du coup, avec cette dette, on va récupérer des biens qui lui appartiennent, même s'ils ont été vendus après. Donc du coup, on a l'impression que là, on a un document qui ne vaut rien, puisqu'il n'a pas été prouvé, et lui n'a fait qu'avouer à l'oral. Donc on voit bien ici que même si c'est qu'à l'oral qui s'engage, ça a la valeur de un shtar. La Gemara dit non, là-bas, c'est pourquoi ça a la valeur d'un shtar? C'est pas parce qu'il a parlé à l'oral, c'est parce qu'il y a un document qui est sorti, on a un doute si le document est bon, et en faisant un aveu verbal, il a donné une force au document. Mais c'est encore le document qui fonctionne chez nous. Le document est complètement nul. Je te vends un terrain, mais il ne m'appartient pas. Amalé Ravas, Midame, c'est pas une ressemblance là-bas. Ata, Nitan Lekatev. Là-bas, il y a un document qui peut être écrit, qui a été écrit. Acha, le Nitan Lekatev. Là-bas, le document a bien fait d'être écrit, il a été validé. Chez nous, il n'aurait même pas dû être écrit. Alors, Yatim Marima, Vakamal et Hashmarta. Cette question a été posée devant Merima. Amalé Ravina et Merima. Et Ravina lui a dit et là, Hadamar Rabbi Yochanan, Xera Shemaik Be Mizman Rishon. Si tu dis cela, si tu dis qu'on fait une distinction entre un document qui n'aurait jamais dû être écrit, comment on peut comprendre dans la Sugia précédente, on a dit pourquoi lorsqu'on a un document où la date a été faussée, donc on a avancé la date, pourquoi on ne peut pas l'utiliser du tout? On a dit deux réponses. Deuxième réponse de Rabbi Yochanan, c'est de peur qu'un jour il utilise cette date-là. Mais c'est pas vrai, on va pas dû dire ça. Neima, lo, nitan, les katev, on aurait dû dire ta logique là, que quoi? Qu'à partir du moment
où le get, le document n'aurait pas dû, mais je dis get parce qu'en fait dans la Shulchan Chachamim, get c'est un document, mais ce document n'aurait pas dû être écrit, à partir du moment où il a été écrit alors qu'il n'aurait pas dû, il a une valeur qui est nulle. Réponse de la Gemara Marley, Achi Ashtar. Atamne idon talikatev mizman rishon, atamne likatev mizman sheni. La Gemara dit non, c'est faux là-bas dans le document, c'est pas qu'il n'aurait pas dû être écrit. Parce que le prêt est vrai, tout est vrai. L'endroit, la ville, les témoins. C'est le zman, c'est juste la date qui est problématique. Donc c'est pour ça que si ce n'était la réponse de Rabbi Yochanan, on aurait pu penser que le document était bon. Donc la question reste, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait dans notre cas? Elaha detanya, otkushia, lishvar karkaot, ketzad. Alors, maintenant on va nous parler de shtar karkaot. C'est quoi le cas? Ketzad, aresh gazal sadeh mechavero, un type qui vole un terrain. Et après il le vend. Donc il vend un terrain qui ne lui appartient pas. Et la personne qui l'achète donc au voleur fait une plus-value, améliore le terrain. Du coup, le vrai propriétaire lui récupère le terrain. Donc du coup maintenant, l'acheteur va se retourner vers le vendeur-voleur en disant rends-moi l'argent. Le problème c'est qu'il veut récupérer l'argent dépensé, mais il aimerait bien récupérer également la plus-value qu'il a provoquée sur le terrain. Donc, Govet Akeren, lorsqu'il récupère le capital, donc ce qu'il a payé, Minechassim Shorbadim, il récupère à partir des biens, des biens même immobiliers. Ushvar, mais par contre, la plus-value, il ne la récupérera, Gové Minechassim Minechon, il ne récupérera que des biens qui sont physiquement présents chez lui et non pas ceux qui ont été vendus entre-temps. Donc, on a notre réponse. On a quelqu'un qui a vendu un terrain qui n'était pas sien, il était voleur. Chez nous, c'est différent, c'est le père qui était propriétaire qui a donné à son fils, mais c'est pareil. Quelqu'un qui vend un terrain qui ne lui appartient pas, on a dit voilà, le capital, on récupère des biens Mishorbadim, et le reste, le shvar, on ne récupère que des biens Védechorim. La Gemara, c'est un dia Nima, Lonita, Nikatev, là-bas aussi on devrait dire que ça n'a pas de possibilité, ce shtar n'aurait pas dû être écrit. La Gemara dit non, là-bas aussi c'est spécial. Pourquoi? Achi ashtar, atam ileman de amar. On avait dit dans la Gemara un jour que lorsque quelqu'un volait un terrain et le vendait, dans le fond, le vendeur, le voleur, cherchait à racheter plus tard le terrain pour ne pas avoir une réputation de voleur. Achi ashtar, leman de amar, nichale de lonikre gazlana. On avait dit deux possibilités assez fines dans la différence. Il y en a qui pensent qu'il ne veut pas qu'on l'appelle voleur. Leman de amar, nichale de lekumbe mamute, ou il y en a qui disent qu'ils préfèrent avoir une réputation, garder une bonne réputation d'être honnête. Mais Fayez les marais, il va tout faire pour essayer de racheter le terrain, Moukimle les shtaré, et faire en sorte que le document soit bon. Alors que chez nous, encore une fois, la personne a donné le terrain à son fils pour que le document qui sera fait le lendemain lors de la vente soit faux exprès pour bloquer la personne. Et là, dans ce cas-là, on n'a toujours pas de réponse. Qu'est-ce qu'on fait avec un document pareil? Est-ce que l'engagement qui vient de cette fausse vente a la force d'un document ou pas? Alors que dans tous les exemples qu'on a cités, le document avait plus ou moins une force. Même dans le cas où c'était un voleur qui avait vendu, le document a une force, c'est la force potentielle qui vient du fait que nous on a une présomption que le voleur cherche à devenir propriétaire du terrain pour valider a posteriori cette vente et donc le document. Nouvelle Mishnah on a vu, et on va revoir encore dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de vendre maintenant du blé et de dire tu payes maintenant et je te les apporte plus tard et de fixer un prix de peur qu'entre temps le cours change et que ça ressemble à de l'intérêt. Donc tu me donnes maintenant de l'argent et moi je te donne le blé dans 6 mois. Si le blé a fluctué de valeur, finalement ce serait une manière de rendre du rebit à celui qui m'a donné des liquidités actuellement. Donc en poskim à la perote, condition. Sauf si Yetsa Sha'a, donc on a dit sur deux possibilités. Soit si celui qui vend possède les fruits actuellement, ou autre possibilité, si le prix est fixé dans les marchés. Ça veut dire quoi? Si le prix est fixé dans les marchés, ça veut dire que la denrée est déjà disponible. Si elle est assez disponible pour que le prix soit fixé, avant qu'elle soit disponible, beaucoup, le prix est fluctuant. Quand le prix est fixé, c'est que c'est disponible. Tant que c'est disponible, on peut considérer que le vendeur, même s'il ne possède pas lui-même du blé, c'est comme s'il pouvait parce qu'il pourrait l'acheter. Donc soit qu'il en a réellement, soit qu'il pourrait en avoir parce que c'est déjà disponible sur le marché. Yatsa Sha'ar, Poskim. Afalpi She'en Lazé, Yesh Lazé. Pourquoi? Donc une fois qu'il y a Yatsa Sha'ar, une fois que le prix a été fixé
au marché, même s'il ne possède pas. Oui, pourquoi? Parce que d'autres en possèdent. C'est comme s'il en avait. Maintenant, on va vous expliquer que quand il possède, donc dans le cas où il n'a pas attendu forcément le prix du marché, quand lui possède, même s'il est un des premiers à posséder ce fruit-là, il n'a pas besoin forcément que la récolte soit totalement terminée. Donc, Imaya Trila la Kotrim, il a commencé la récolte, posé carrément à la Gadish. Il peut déjà fixer qu'il va lui donner Gadish. Gadish, c'est une étape non terminée, mais une étape de la récolte. Pareil, il va aller Avid chez l'Arnavim. À partir du moment où il a commencé à mettre les raisins dans des bacs pour que les raisins mûrissent et puissent après bien être écrasés, vers la Maratam chez les étimes, la même chose pour les olives, on les laisse macérer et s'écraser les unes les autres pour qu'elles deviennent molles et qu'elles soient écrasées plus facilement. À la Betsim chez Yotzer, et lorsqu'on a quelqu'un qui fait des ustensiles avec de la terre, avec de l'argile, il fait des œufs, le Yotzer, celui qui est là, l'artisan, il fait des œufs, c'est-à-dire qu'il fait des boules pour justement après créer avec cela des outils. À ce moment-là, une fois qu'il a fait ça, pareil, c'est comme si il avait déjà commencé. Et donc, on peut fixer le prix de cet objet-là. Alors, il paye maintenant et reçoit dans quelques mois. Vers l'acide, chez Shikar Bakifshan, pareil pour la chaux avant qu'on la mette dans le four. Ou passer à la Zevel Kolimot Hashana. Et pareil pour Zevel. Donc, Zevel, c'est tout ce qui va servir d'engrais. C'est en général des déchets qui servent d'engrais. Et on nous dit ici que Kolimot Hashana. Tout le temps, parce qu'il n'y a pas de période où il y en a plus ou moins. On considère qu'il y en a toujours. Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Il dit en poskim à la Zevel, et là, imken aitalo. Zevel bâche pas. Il ne peut vendre à l'avance du Zevel que s'il en possède. Et Chachamim, qui est le premier avis qu'on a cité, Matirim autorise encore une fois toute l'année. On a dit au Posek Aimo, Béchar Gavoa, et on peut fixer Béchar Gavoa. Donc le Shar Gavoa, c'est la mesure haute. La mesure haute, c'est finalement le prix le plus bas. C'est la mesure la plus importante que l'on peut donner pour le même prix. Rabbi Yehuda, Omer, Afalpi, Shelo Pasek Aimo, Béchar Gavoa, Yacholomar, Tenikaze, Otenikaze, même si on n'a pas fixé à ce prix-là, l'acheteur pourra dire plus tard si ça a changé, donne-moi mon argent ou donne-moi le prix actuel. Ça, on verra exactement plus tard. En tout cas, on revient sur le tout début. Donc, on a dit que soit, si on possède une récolte, on peut effectivement à ce moment-là prendre l'argent maintenant et donner la récolte plus tard, si on possède la récolte, soit si on ne la possède pas, mais que le prix du marché est fixé, c'est-à-dire qu'elle est assez disponible. Amarabi Asya, Amarabi Yochanan, En poskim ala sha'a shebashuk. On ne peut pas fixer le prix des fruits en fonction du prix qu'il y a au marché. Alors, c'est problématique parce que c'est là des contradictoires avec la Mishnah. Amale Rabbi Zera le Rabbi Assi. Question de Rabbi Zera. Il lui dit Amar Rabbi Yochanan, afilou kadormo sazé. Dis-moi ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan, qu'on ne tient pas compte du prix du marché. Est-ce qu'il parle même de ce dormous? Dormous, c'était un grand marché, c'était l'équivalent de Rungis. C'était un gros marché vraiment central dans une grosse ville. Alors Amarlé lui dit Lo Amar Rabbi Yochanan, non. Rabbi Yochanan a dit que Ela Bishuk chez Arayot, que dans les marchés des petites villes, des log viae, tarayou, que le prix n'est pas fixe. Comment ça fonctionne en fait à l'époque? On avait des petits marchés de ville et on avait des énormes marchés un énorme marché dans une grande ville, donc l'équivalent de supermarché ou de centre alimentaire ou de rachis, comme ça. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, quand une denrée commençait à être disponible, avant de pouvoir alimenter le gros marché, elle alimentait déjà les petits marchés des villes. Et donc il y avait des prix dans les villes, mais des prix qui étaient fluctuants, puisque finalement ce n'était pas un endroit qui était centralisé, et du coup il y avait des prix qui étaient différents. Quand, par contre, à un moment donné, c'est tellement disponible qu'on a de quoi remplir les petits marchés, et même le grand marché qui demande lui des quantités énormes, à ce moment-là, c'est dans le grand marché. Et le grand marché, parce qu'il est centralisé, qu'il centralise tout le reste, a tendance à fixer un prix fixe. Donc c'est ce que nous dit finalement Rabbi Yochanan. C'est que dans la Mishnah, on verra comment on explique la Mishnah, mais en tout cas lui ce qu'il explique, c'est que si le prix n'est fixé que dans les petites villes, ça ne fonctionne pas, ça ne s'appelle pas encore que le prix est fixe. Alors Agma dit attends. On a posé la question. Donc là déjà, si on dit ça, on n'a qu'à dire que la Mishnah c'est Dormos. La Mishnah c'est dans les marchés des grandes villes, et ce que dit Rabbi Yochanan, c'est dans les marchés des petites villes. Maintenant le problème c'est qu'il y avait un qui pensait que peut-être que Rabbi Yochanan avait dit ça dans les marchés des petites villes et même lorsque c'est dans les marchés des grandes villes. Si c'est ça, comment on comprenait la Mishnah? On demande des salikadatin veikara, celui qui a pensé à un moment donné d'Amar, Rabbi Yochanan a filou que Dormosazé, Rabbi Yochanan il a parlé même dans les grandes villes et dans les grands marchés. Et la matine des katanen poskim à la perote chez Sha'ar, il y a ça Sha'ar poskim, la Mishnah qui dit qu'on ne peut pas avant que le prix soit fixé, mais une fois qu'il l'est, on peut. Achimashka hadla, comment tu peux trouver? La Gemara dit matnitin bechite de achalbe ve arbe de mashur tar etfe. La Gemara dit non.
à ce moment-là, la Mishnah aurait été expliquée dans une situation encore plus fastueuse. C'est non seulement, il y a trois cas, soit lorsque ça n'est disponible que dans les petites villes, soit quand c'est disponible dans les petites villes et même dans le marché de la grande ville, soit lorsque l'on a les granges qui sont vidées ou les bateaux qui arrivent, et là, on a des quantités tellement énormes que là, il est certain que le prix est fixé de manière stable. Nouvelle braïta, Tanrabanan poskim, à la perrotte, et Sha'a, et Sha'a poskim, à Falpi, Shen Lazé, Yesh Lazé. Donc on a une braïta qui reprend pour l'instant ce que dit la Mishnah, c'est-à-dire que même s'il n'a pas de fruits, à partir du moment où le prix est fixé, c'est bon. Ayu Khadashot me arba. Si les nouveaux grains valent pour une seule valeur, on en prend 4. Donc, ça veut dire que c'est pas cher par rapport à Yeshanot, aux anciens qui ont séché et qui ne peuvent te donner que 3 pour la même valeur de Razouz, donc ils sont plus chers. En poskim, on ne peut pas fixer donc d'acheter à l'avance, mais pour le prix donc qui est faible. Jusqu'à ce que le prix soit finalement équivalent dans les deux. Ayou la kotot mais arba. Maintenant, on a deux autres manières de trouver des prix différents. Pas parce que c'est ancien ou vieux, c'est parce qu'il y a des récoltes qui ont été ramassées par des pauvres, qui vont ramasser un peu à chaque fois le leket, ce qui est autorisé par la Torah, ce qu'on a laissé tomber, ce qu'on a mis de côté. Et après, ces gens-là, en général, le prennent pour eux, ou parfois le vendent. Et quand ils les vendent moins cher. Ça vient de plusieurs champs, et c'est leket, ça a moins de valeur. Ayou la kotot mais arba. Si le prix de un zouz donne à 4 pour des lakotot, ou le choladam est pour tout le monde, michalosh, 3. En poskim à la loquette, on encore une fois, on ne pourra pas utiliser le prix le moins cher tant que le prix n'est pas équivalent. Amar Nachman nous dit poskim la kotot, kishar la kotot. Mais avec les pauvres eux-mêmes, on peut fixer l'achat et la vente en fonction du prix de la kotot. Et la Gemara nous dit Amar le Rava, le Rav Nachman, Maishna loket, de iditle, yazif milakot ravre. Bah, la Baït Nami, yazif milakot, la Gemara dit je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça change? À partir du moment où il y a des pauvres qui vendent à ce prix-là, ça s'appelle que c'est disponible à ce prix-là. Donc pourquoi je peux faire transaction avec un pauvre, même si lui-même ne possède pas? Parce que j'estime que même s'il ne possède pas, il peut aller acheter un autre pauvre. Donc je peux du coup lui acheter dès à présent à son prix et il me le donne plus tard. Parce qu'on estime que même s'il n'a pas, il y en a d'autres qui vendent. Pourquoi ne pourrais-je pas faire la même chose avec un type qui n'est pas pauvre, puisque cette même personne-là peut aussi aller voir un pauvre et récupérer, c'est disponible. Alors l'agma ici ne parle pas ici d'acheter, elle parle de yazif, d'emprunter. Comme si ce qu'on avait dit qu'il y a tsa sha'ar, que la raison pour laquelle on peut, même quand on ne possède pas le fruit, on peut vendre en récupérant l'argent maintenant et en donnant plus tard, on avait dit jusqu'à présent, c'est parce que on peut acheter. Maintenant l'agma a l'air de rajouter une autre condition, il faut pouvoir emprunter à ce prix-là. Et là, Amarle, la réponse de Gemara nous dit Balabait, zilabe milta, les misaf milakot. Non, un balabait, un type qui est riche, qui n'est pas pauvre, il a honte d'aller emprunter à un pauvre. Ibaït et Maot, réponse Mande Izouzé, les balabait, apéré Shapirayaïv, celui qui donne de l'argent au balabait, finalement, il les donne pour récupérer des pérodes de bonne qualité, ce qui n'est pas le cas de la cotote. On verra exactement ce que ça demande. Mais en tout cas, ici, on a une notion très importante qui a été vue c'est que jusqu'à présent, on pensait que soit il fallait posséder des fruits, soit il fallait que ce soit disponible sur le marché pour pouvoir les acheter. Mais finalement, ce qu'on apprend ici, c'est qu'il faut aussi devoir emprunter. Et là, ici, c'est toute une nouvelle notion, une nouvelle définition de Yatsa Hachar qui est vue ici. C'est qu'il faut à la fois pouvoir emprunter, à la fois pouvoir vendre ou acheter. Comme ici, on ne peut pas emprunter parce que ce n'est pas tellement cavote pour la personne, ça devient interdit.